En 4 siècles, l'Empire ottoman qui s'étendait d'Alger aux portes de Vienne et qui avait fait trembler l'Europe, s'est rétréci comme une peau de chagrin. Mais il contrôle encore l'Asie mineure, le Proche-Orient et surtout les détroits, les Dardanelles et le Bosphore. Les détroits, passage stratégique capital pour la France et pour l'Angleterre. C'est leur seul moyen de communiquer avec leur allié de l'Est, la Russie. Napoléon disait déjà « Qui tient Constantinople tient la clé du monde ». Pendant 4 siècles, les Turcs ont tenu cette clé. Mais leur empire est en pleine décadence, amoli par le luxe et la volupté, les intrigues du harem, la douceur de vivre des palais d'Istanbul. Les sultans ont abandonné le pouvoir au parti des jeunes Turcs qui souhaitent des réformes mais qui n'en ont pas les moyens, car l'État endetté jusqu'au cou est mis à l'encan par les grandes puissances. En attaquant la Russie, alliée de la France et de l'Angleterre, la Turquie se range aux côtés des Allemands. Le 1er novembre 1914, la guerre est officiellement déclarée. L'armée turque a été réorganisée par des instructeurs allemands, sous les ordres du général Liman von Sanders. Ce sont ces officiers allemands qui, déguisés en uniforme turc, dirigent l'état-major du sultan. Ce qui n'est pas du goût de tous les Turcs, et particulièrement d'un jeune lieutenant-colonel, Mustafa Kemal, nationaliste fervent qui rêve de rendre à son pays sa gloire et sa grandeur, comme au temps des janissaires. L'armée turque, une armée légendaire. Au galop de leurs chevaux, ces cavaliers tatars ont conquis le monde autrefois, de la mer de Chine au Danube. L'infanterie anatolienne est réputée comme une des meilleures du monde, pour son courage, sa résistance, son fatalisme. Abandonnée par le pouvoir, mal équipée, elle vient de subir de cuisants revers dans les Balkans. Maintenant, elle rêve de se battre et de prendre sa revanche. La mobilisation se fait dans l'enthousiasme. Selon la tradition, la guerre sainte est proclamée par le sultan, commandeur des croyants. Mais quel sultan! Ce vieillard n'a ni la force, ni le courage de prendre la tête de ses armées. Comment va réagir l'Angleterre, dont l'orgueilleuse flotte se voit interdire le passage des Dardanelles? Il faut revoir la stratégie impériale, réclame Churchill à Londres. La stratégie impériale était basée beaucoup sur la défense d'Égypte pour que les troupes des Indes pouvaient rentrer en Europe. Et c'était Churchill qui était le premier d'insister sur l'idée de ne pas continuellement tuer les Allemands. Chaque fois on essaie de tuer les Allemands sur le front de l'Ouest, nous perdons souvent plus. Alors il a proposé une attaque dans Schleswig-Holstein, une autre attaque en Dardanelles. Et cette demande était surtout provoquée par un appel de le grand-duc Nicolas qu'on fasse quelque chose pour réduire la pression sur ses forces dans les Caucases. Dans le Caucase, en effet, les troupes russes du grand-duc Nicolas ont dû reculer
devant l'offensive turque. Déjà battu par les Allemands en Pologne, l'immense empire russe appelle au secours. Comment lui venir en aide? Quelque part sur le front de l'Ouest, M. Millerand et le général Kitchener, ministre de la guerre français et anglais, se réunissent pour en discuter avec leurs généraux, Joffre, le vainqueur de la Marne, et French, qui commande le corps expéditionnaire britannique. La France était une grande puissance mondiale. C'était la deuxième puissance coloniale du monde. C'est donc avec des troupes venues de leurs colonies d'outre-mer que la France et l'Angleterre vont constituer un corps expéditionnaire pour les Dardanelles. Du côté britannique, il venait de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, c'était les troupes dites Anzac, il venait également de l'armée des Indes, et il ralliait par la mer Rouge et le canal de Suez. Du côté français, les troupes venaient de l'Afrique noire, Afrique équatoriale française et Afrique occidentale, et également de l'Afrique du Nord. Mais c'est sur la marine que va reposer toute l'affaire. Non seulement la marine anglaise, mais aussi la française, que la Troisième République a maintenue dans la tradition de la royale. La mission est redoutable, forcer les détroits. Mais les marins français débordent de confiance. Les canons du Gaulois et du Charlemagne sauront pulvériser les forts qui gardent l'entrée des Dardanelles. Nous sommes ici tous à terre. Nous prenons tous nos équipements. On attendait pour la grande attaque pour le demain, le 9. Mais Ian Hamilton dit le 9, c'est trop tard parce que Kemal Atatürk, il avait ses troupes à Buller. Il avait 20 000 hommes à Buller, 20 000 hommes à Élez, 20 000 hommes à Chenak. C'est une question de 2-3 jours pour concentrer ça pour l'attaque. Atatürk 8-9 Ağustos günü Anafartalar grup kumandanlığına tayin edilmiş ve Atatürk fut nommé commandant du groupe Anafarta. 7. tümen. Ce fut avec les 12e, 7e, 4e et 8e divisions qu'il passa à la contre-offensive sur les côtes de la colline Jonk, l'endroit même où nous nous trouvons maintenant. Les combats furent sanglants Bir şarapnel parçasıyla yaralanmış. et Atatürk reçut là une légère blessure provenant d'un éclat de shrapnel. À cet endroit-là. Bu işaret tespit edilmiştir. Vague après vague, l'infanterie turque se lance contre les canons et les mitrailleuses anglaises. Au bout d'une semaine, l'offensive alliée est bloquée. Une fois de plus, c'est l'échec. Des deux côtés, les pertes sont effroyables. Oh, thousands, yes, many thousands. Des milliers, oui, plusieurs milliers. Dans ma propre compagnie, il y avait 42 hommes, et à la fin de la semaine, il n'y en avait plus que 8. Pas tous tués, mais évacués aussi. Je pense qu'on a perdu environ 50 ou 60 000 hommes en tout. Avec le caporal australien Robert Robertson, 80 000 Britanniques seront ainsi évacués en un mois. C'est le seul succès de cette désastreuse expédition des Dardanelles. En 9 mois, celle-ci a coûté aux Français et aux Britanniques 50 000 tués ou disparus, 100 000 blessés et 125 000 malades évacués. Tout cela pour rien.